Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, rebonjour madame le témoin. Je redonne la parole sans plus tarder au monsieur le procureur. Le procureur, merci monsieur le président. During the break, I consulted some documents and I hope that I have the right terminology. J'ai consulté pendant la pause certains documents et j'espère avoir la bonne terminologie cette fois-ci. Bon après-midi, Madame Fuchs. Bon après-midi. Alors, si je reviens à la question que je vous posais avant la pause, vis-à-vis la position, alors là, j'utilise le mot le gouvernement de Laurent Gbagbo. Quelle était la position de ce gouvernement vis-à-vis la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire? Je ne connais pas la position totalement officielle. C'est uniquement ce que j'ai pu lire dans la presse à cette période. Je crois qu'il souhaitait le départ de l'ONUCI. Mais comme je vous dis, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Je ne connais pas la position officielle du gouvernement de Laurent Gbagbo à ce moment-là. Avant la pause, vous nous avez parlé de situations où, lorsque je vous parlais de vos échanges avec les autorités, vous nous avez dit que l'accès était compliqué, voire souvent inexistant, et que parfois même vous avez carrément été directement menacé. C'est exact. Est-ce que vous avez des exemples pratiques sur le terrain? De problèmes de communication ou de menaces? Commençons avec les problèmes de communication. Comme je vous disais, les fois où je suis allée sur le terrain, c'était dans le cadre de missions d'enquête. La plupart du temps, en fait, nous n'avions que des possibilités très limitées d'avoir des versions des autorités. Je tiens à préciser que là, normalement, c'est en fait quand on essaie d'avoir les versions, soit de la police, soit donc des forces de défense et de sécurité de manière plus générale. Pour ce qui est des menaces, il me semble que je le cite dans ma déclaration à un moment. Nous nous sommes rendus dans une clinique à Trècheville. Et là, la garde républicaine nous a très explicitement demandé de partir. Je crois que certains collègues ont été menacés. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Et quand nous sommes allés... Quand nous sommes sortis de cette clinique, nous étions dans des véhicules blindés des Nations Unies, des véhicules militaires, et la garde républicaine nous a bloqué l'accès en pointant, en se mettant vraiment de façon, je ne sais pas si offensive est le bon terme, mais vraiment en nous demandant de faire demi-tour, en nous bloquant l'accès par lequel nous étions venus, l'accès le plus simple. Et en nous demandant de partir. Et c'était avec des véhicules militaires. Alors, vous nous dites que... Pardon. Slow down. Le président, ralentissez s'il vous plaît. Maître Knops, monsieur le président, à la page 59, ligne 10 de la transcription, le procureur suggère au témoin que par moment vous avez été menacé, alors que le témoin a bien indiqué précédemment que c'est déjà arrivé, mais que c'était arrivé une seule fois. Elle vient de le confirmer d'ailleurs. Or, le procureur, le président interrompant, Maître Knops poursuivant, donc ce n'est pas un reflet exact et fidèle de ce qu'a dit le témoin. Le président interrompant, les questions que pose le procureur ne constituent pas des éléments de preuve, ce sont les réponses qui sont des éléments de preuve. Merci. Alors, vous nous expliquez que dans cette clinique à Trècheville, la garde... il est écrit la garde présidentielle, mais je pense que vous avez dit la garde républicaine, n'est-ce pas? C'est effectivement ce que j'ai dit. Selon mes souvenirs, c'est plutôt la garde républicaine que la garde présidentielle. Okay. Il y a eu une erreur dans les transcrits. On vous a demandé de partir. Because
Le président, faisant signe de ralentir, les interprètes ont de la difficulté à suivre. Je suis obligé d'intervenir parfois pour leur donner un répit dans leur cabine en haut. Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette clinique et comment est-ce qu'on vous a demandé de partir? Alors, il y avait eu une manifestation des femmes, si je ne me trompe pas, à Trècheville. Il y avait eu je cherche mes mots en français, des blessés. Et on avait eu des informations que ces blessés étaient soignés dans cette clinique à Trècheville. Et donc, on s'est rendu pour rencontrer les victimes et les éventuels aussi témoins qu'il pourrait y avoir et essayer de trouver éventuellement des éléments de preuve sur ce qui s'était passé. Donc, on s'est rendu... je pense qu'on était dans 2 véhicules blindés. On était en tout cas 3 chargés de droits de l'homme. De mémoire, au moins 2 policiers des Nations Unies et accompagnés par des militaires de la Force des Nations Unies. Ça, je ne me rappelle pas exactement combien ils étaient. Donc, on a rencontré le personnel de la clinique, des blessés. Je me rappelle en avoir interviewé moi-même au moins 3. Je me rappelle également qu'une balle avait été retirée d'un corps, qu'on a pris des photographies de cette balle. Je me rappelle que la police des Nations Unies nous avait fait une petite analyse sur le calibre et tout ça. Dans les détails, par contre, je ne m'en rappelle pas. Il y avait plus de blessés que ça. Je me rappelle que moi-même, j'en ai interviewé un enfant, un autre mineur et une femme. Et après, je ne sais pas, vous voulez des détails sur ce qui avait été rapporté? Non, sur cela, pardon. Sur cet aspect, je pense que nous avons assez de détails, mais ce qui m'intéressait ensuite, c'était le deuxième volet de ma question, à savoir comment est-ce qu'on vous a demandé de quitter les lieux. D'accord. Donc, moi, j'étais en train d'interviewer une victime à ce moment-là. Donc, j'étais à côté d'elle. Elle était sur un lit dans la clinique. Et il y a mon chef, mon superviseur, qui est arrivé et qui m'a dit « Il faut partir maintenant ». Et bon, moi, je ne savais pas trop ce qui se passait parce qu'en fait, on avait un peu privatisé la chambre pour que l'entretien puisse se faire en toute confidentialité. Donc, je ne savais pas du tout ce qui se passait à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et puis, je me rappelle avoir dit « Non, non, pas tout de suite, j'ai presque fini. Il me faut encore 5 minutes. » Moi, je continuais à prendre en fait le témoignage de la victime. Et il m'a dit non, non, c'est maintenant qu'il faut partir. Et là, j'ai vu un militaire de la Force des Nations Unies venir et qui a répété, qui a dit quelque chose comme il faut partir maintenant. Et là, tout d'un coup, quand je suis sortie, j'ai vu des militaires ivoiriens qui étaient déjà dans la clinique. Je n'ai pas vraiment compris exactement ce qui se passait parce que il y avait un peu des éclats de voix de part et d'autre entre le personnel, entre les militaires et je ne me rappelle plus exactement combien de personnes étaient à l'intérieur. Je pense que c'est mon superviseur qui m'a pris le bras et qui m'a dit non, pas maintenant. On est sorti. Là, j'ai vu que les véhicules de la garde républicaine s'étaient déjà positionnés. J'ai vu qu'il y avait donc beaucoup plus de militaires ivoiriens. Et j'ai vu que... Enfin, moi, j'étais pas dans le même véhicule que mon superviseur, en fait. Que tout le monde était déjà rentré et qu'ils attendaient plus que moi dans le véhicule dans lequel j'étais. Et pareil pour celui de mon superviseur.
tombé, mais vous nous expliquez que vous êtes allé sur le terrain par la suite. En fait, dans votre déclaration, et c'est au paragraphe 212, vous dites que vous êtes arrivé, il y avait une forte odeur de poudre. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous rappelez, à peu près dans quelle partie de la journée vous êtes allé sur le terrain, ou vers quelle heure, ou vers quelle partie de la journée, pardon. Ce dont je me souviens, c'est qu'il faisait jour. Il me semble que c'était dans l'après-midi, mais il me semble vraiment que c'était dans l'après-midi. Je sais que c'était peu de temps après les incidents. D'accord. Alors, vous nous expliquez que vous étiez là avec une équipe une pôle, c'est bien cela? Oui, exactement, la police des Nations Unies. D'accord. Et vous nous dites aussi, et ça c'est au paragraphe 215, que vous n'avez pas visité l'hôpital d'Abobo Sud pour ne pas mettre en danger les personnes se trouvant dans l'hôpital. Alors la question que j'aimerais vous clarifier un petit peu encore une fois, quelle était cette question? Pourquoi vous dites que ça aurait mis ces personnes en danger? Alors, on avait des contacts au sein de l'hôpital d'Abobo Sud. Nous les avons contactés, donc des médecins et du personnel médical. Ils ont clairement eux-mêmes exprimé leurs craintes en disant « si vous venez, nous risquons d'être ciblés ». Et d'avoir après, ils craignaient en fait, ils nous l'avaient même clairement signifié, qu'ils craignaient d'être visés directement après par des tirs en fait. Et est-ce qu'ils vous ont dit quelle était la source de leur crainte? Selon mes souvenirs, ils parlaient des forces de défense et de sécurité. Très bien. J'ai un dernier sujet, juste un petit... Alors, vous nous avez parlé des jeunes patriotes tout à l'heure, et j'aimerais vous demander, je vais commencer par une question plus générale, on ira plus spécifique. Est-ce que vous avez reçu de l'information au début de l'année 2011, donc au mois de janvier, février, mars, relativement à des incidents qui impliquent les jeunes patriotes dans le quartier de Yopougon? Alors effectivement, au call center, quand j'étais au call center, et puis aussi, comme je vous le disais, je faisais souvent les rapports de situation et la compilation en fait des appels du call center, soit de façon quotidienne, soit même bi-quotidienne quand la situation l'exigeait. Et effectivement, à plusieurs reprises, si vous regardez un des rapports, en fait, il y a une colonne où on met auteur présumé, mais toujours c'est selon la personne qui appelle, hein, et plusieurs fois il était fait mention des jeunes patriotes. Donc à ce titre, j'aimerais vous montrer un rapport du call center. C'est le CIV-OTP 0044 1531. Et c'est numéro 45 de notre liste pour mes confrères. D'accord. Alors, vous voyez ici qu'il s'agit d'un rapport quotidien du 26 février, et je note le commentaire soir. Et ce que j'aimerais faire, c'est que, bon, si on va au bas de la page, on voit le début du tableau, hein, où vous inscrivez les informations reçues. J'aimerais que nous ayons à la page 3. Oui, j'attends.
Si on va au bas de la page, si on agrandit le bas de la page, pardon, et vous voyez le numéro 22, le 26 février à 12h50, vous avez le nom d'un témoin, vous avez la note patriote, et là vous avez une remarque comme quoi à Yopougon Niango, les jeunes patriotes font la patrouille, arrêtant les voitures et contrôlant les papiers. Ils disent qu'ils exécutent le mot d'ordre de leur secrétaire général. Alors, tout d'abord, en parlant de fouilles et de patrouilles, est-ce qu'il s'agissait là d'un cas exceptionnel ou bien est-ce que c'était fréquent que vous receviez ce genre d'appel? Ce genre d'appel était courant en tout cas. Et ce qui est indiqué, donc le fait d'avoir des jeunes patriotes qui font des patrouilles ou qui arrêtent et contrôlent des véhicules ou des passants, en fait de faire des espèces de checkpoints, était une pratique qui nous a été rapportée à de nombreuses reprises. Okay. Et ensuite, ils indiquent ici leur secrétaire général. Est-ce que c'est un terme que vous aviez entendu à l'époque? Oui, effectivement. Et avez-vous appris ce que cela signifiait? Alors, en général, quand ils parlaient de leur secrétaire général, il parlait de M. Charles Blé Goudet. En tout cas, c'était l'entendement certainement du témoin à ce moment-là. Quand on parlait du secrétaire général, c'était de M. Charles Blé Goudet. Savez-vous si les dirigeants de l'ONUCI ont rencontré M. Blé Goudet? Je ne le sais pas. Pardon, j'aimerais préciser, vous parlez bien de pendant la crise post-électorale. Hein. Oui. Donc pendant la crise post-électorale, je ne sais pas si les dirigeants de l'ONUCI ont rencontré monsieur Charles Blé Goudet. Pardon. Très bien. Je vous remercie. Your Honors, those are all the questions I have. Le procureur, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je n'ai plus d'autres questions à poser aux témoins. Le juge président, je vous remercie. Permettez-moi de vous poser quelques questions moi-même. La première question est la suivante. À votre connaissance, quel était le mandat de l'ONUCI, la mission des Nations Unies à l'époque? Quel était son mandat? Alors, le mandat de l'ONUCI était donné par la résolution du Conseil de sécurité. Je ne me rappelle plus du numéro de la résolution, mais le mandat était multiple. Est-ce que vous voulez connaître le mandat général ou le mandat en matière de droits de l'homme plus particulièrement? No, Non, votre position était neutre. Enfin, je le pense. Mais j'ai pas bien compris, excusez-moi, je n'ai pas bien compris en fait votre question. Est-ce que vous voulez connaître, enfin, quand vous me posez la question, vous parlez du mandat général de l'ONUCI, donc des différents aspects, et donc des différentes composantes, ou du mandat plus particulier de la division des droits de l'homme en fait? no, I'm talking about Non, je parle du mandat neutre des Nations Unies dans cette situation, pendant le conflit. D'où ma question. Lorsque vous étiez dans le centre d'appel, vous vous rendiez sur le terrain à l'hôpital ou ailleurs pour poser des questions à des témoins. Lorsque vous étiez au téléphone avec des témoins qui vous parlaient d'une certaine situation, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous référiez cela à un camp ou à un autre camp, ou est-ce que ce n'était tout simplement pas du tout dans le cadre de vos attributions? Vous parlez effectivement de comment on faisait au call center. Donc nous, uniquement quand il y avait des cas qui demandaient une intervention urgente, comme je l'ai signifié précédemment, on portait ces cas à la connaissance du POC, donc au sein du JOC. Bien sûr, tous ces rapports qui étaient envoyés étaient partagés en fait avec le chef de la division des droits de l'homme. Et après, donc je ne sais pas ce que le chef de la division des droits de l'homme faisait avec. Est-ce que
ils en parlaient avec leur contrepartie. Est-ce que cela a été référé au représentant spécial? Est-ce que cela a été distribué, partagé après avec les autorités nationales? Ça, je dois vous avouer que c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé que le mien, donc je ne sais pas. Thank you. Président, je vous remercie. Maintenant que les questions de l'accusation sont terminées, je donne la parole à la défense. Maître Altit. Monsieur Hochet va commencer à poser des questions aux témoins et quant à moi, je continuerai probablement demain et poserai quelques questions aux témoins. Thank you, Mr. O'Shea. Président, merci. Maître Hochet, c'est à vous. Just give me one moment. Maître Hochet, une petite minute que je trouve un pupitre. Yes, my name is. Bonjour, je suis Maître Andreas Hochet et je vais poser des questions au nom de Monsieur Gbagbo. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir comment m'adresser à vous, Madame Fuchs, Madame Fouche, Mademoiselle, enfin. Madame Fuchs. Okay. Mrs. Fuchs, thank you. Madame Fuchs, je vous remercie beaucoup. You start. Vous avez commencé à travailler dans le domaine des droits de l'homme en 2007, vers le mois de septembre, c'est bien cela? Il me semble que c'est exact. J'essaie de retrouver, mais oui, il me semble que c'était en septembre 2007. Your Au départ, vous travaillez avec Human Rights Watch. Et alors que vous travaillez avec cette organisation, vous avez décrit les activités dont vous étiez chargé. Vous les avez divisées en d'un côté organisation du gala annuel et unité de sensibilisation, outreach, et ensuite aussi promotion, advocacy. C'était quoi exactement ce advocacy, promotion? Enfin, de votre côté, qu'est-ce que ça demandait? J'étais stagiaire en fait au sein de Human Rights Watch et les advocacy, ça date un petit peu. Je me rappelle qu'on faisait enfin j'ai écrit des lettres à des missions permanentes. Si vous voulez, quand j'étais dans ce travail-là, ce n'est pas moi qui avait le contenu. Enfin, ce n'est pas moi qui décidais du contenu, en fait. J'étais plus une exécutante. Donc, lorsque vous travaillez pour Human Rights Watch, avez-vous acquis une certaine expérience dans l'interview de personnes? Je n'avais jamais fait d'entretien avec des victimes ou des témoins à ce moment-là. and where were you based? Où étiez-vous basé?
all the time during that? À tout moment, lorsque vous étiez employé de Human Rights Watch, vous étiez toujours à Genève. Je suis restée basée à Genève. And then your next Ensuite, dans le domaine des droits de l'homme, votre fonction suivante a été au Guatemala, n'est-ce pas? and that was as a Et là, vous étiez conseillère juridique dans un domaine portant sur la drogue et son impact sur les enfants, c'est cela? Je travaillais pour une ONG nationale qui travaillait avec les enfants des rues, mais ce n'était pas sur l'impact de la drogue, c'était plus vraiment sur un travail avec les enfants des rues. and Et lorsque vous étiez à ce poste, est-ce que vous avez acquis là une certaine expérience dans les interviews? Effectivement, durant ce travail, j'ai participé à des entretiens. and who were you interviewing? Et avec qui avez-vous des entretiens? Avec la famille de ces enfants, qui nous racontaient un peu, les différents événements qui s'étaient passés. And what was the purpose of the Et quel était le but de ces entretiens? Ils étaient variés, en fait. En général, il y avait des affaires qui étaient devant les cours nationales. Donc, c'était soit pour défendre ces enfants devant les cours. Certains de ces enfants, en fait, étaient placés dans l'organisation dans laquelle je travaillais, en fait, avait des foyers, un pour les garçons, un pour les filles. Et certains de ces enfants étaient placés dans ces foyers par le juge. D'autres étaient là sur une base volontaire ou bien c'est la famille qui décidait. Donc, c'était... il y avait un aspect à la fois psychologique de protection de l'enfance, mais également un aspect plus juridique. and how Combien d'entretiens avez-vous menés lors de votre travail au Guatemala? and before you Et avant de vous rendre en Côte d'Ivoire, avez-vous vécu en Afrique à un moment ou à un autre? Expérience en Afrique. and before you arrived Et avant d'arriver en Côte d'Ivoire, avez-vous étudié la situation en Côte d'Ivoire? Avez-vous reçu une formation sur cette situation? Non, mais j'avais lu un peu sur la Côte d'Ivoire avant d'y aller. is this from the time you Donc, dès que vous avez su que vous alliez partir, c'est cela? and was this general reading Et c'était des lectures très générales de votre part, en fait. C'était pas vraiment des lectures très officielles. Surtout basé en fait sur l'examen périodique universel de la Côte d'Ivoire. Donc c'était surtout des lectures liées à la situation des droits de l'homme, donc aussi bien des rapports du haut-commissaire que des rapports d'ONG nationales et internationales sur la situation en Côte d'Ivoire. and was this on your own initiative? Et c'était de votre propre chef. Mais ça me semblait aussi, ça
Ça me semblait être une préparation normale, en fait, à une mission en Côte d'Ivoire, en fait. Now Lorsque vous avez commencé à travailler en Côte d'Ivoire, nous savions donc que vous avez travaillé dans un centre d'appel. Et puis vous formiez aussi d'autres personnes. Nous savons aussi que vous faisiez des entretiens sur le terrain. Enfin, non, on a sauté quelques années, hein. Donc, je pense que vous êtes bien plus chevronné maintenant. Mais est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque, lorsque vous avez commencé à travailler en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas tout à fait suffisamment expérimenté. En tout cas, il aurait été peut-être mieux que vous ayez plus d'expérience vu le travail qu'on vous a demandé. Je formulerai ça en fait de manière un petit peu différente. Il est sûr qu'avec l'expérience que j'ai maintenant acquise, il y a des choses que j'aurais faites différemment. Mais je pense que j'avais quand même une préparation, la préparation nécessaire à ce travail. Donc, vous pensez que l'expérience que vous aviez à l'époque et la formation que vous avez reçue était suffisante pour mener des interviews et pour travailler dans le call center. Déjà, il faudrait aussi préciser que la plupart du temps, nous ne menons pas des interviews tout seuls. Nous sommes en général deux chargés des droits de l'homme, hein. Donc, nous menons rarement des interviews seuls. Il peut s'avérer à plusieurs reprises aussi qu'on les fait seuls. Et j'ai toujours eu un superviseur ou quelqu'un à mes côtés qui me permettait de lui poser toutes les questions nécessaires si j'en avais besoin. Donc, je pense que j'avais une formation en tout cas appropriée, qui n'était peut-être pas la... Enfin, comme je vous ai dit, maintenant, avec le recul, il y a certainement des choses que j'aurais peut-être faites différemment, mais en tout cas, j'avais une formation correcte, en tout cas. Lorsque vous étiez dans ce centre d'appel, donc vous répondiez à des appels téléphoniques, vous avez traité certains de ces appels vous-même personnellement, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. and on those occasions, Et à ce moment-là, vous parliez seul avec l'autre personne qui était en bout de ligne. Mais les appels que nous prenions au call center n'étaient que des informations préliminaires. and then Alors ensuite, lorsque vous étiez sur le terrain et pour un entretien, si vous étiez deux, est-ce que vous étiez deux à poser des questions ou est-ce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui posait les questions? En général, notre méthodologie veut qu'une personne conduise l'entretien, essentiellement, l'autre soit plus chargé de prendre des notes, mais cette autre personne peut toujours intervenir s'il manque certains aspects. and Et lorsque c'était vous qui meniez l'entretien, c'était vous qui posiez les questions? Si je mène l'entretien, oui, c'était moi qui posais les questions en général dans ce cas-là. and when you were Et donc lorsque vous meniez un entretien, l'autre personne qui vous accompagnait était toujours un supérieur?
Pas forcément supérieur, mais certainement quelqu'un qui avait un petit peu plus d'expérience que moi. En Côte d'Ivoire, en tout cas. And was this a Était-ce une personne bien précise ou est-ce que ça pouvait être différentes personnes? Pas une personne déterminée et fixe en permanence. so did you have Vous aviez un superviseur bien précis? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? did you have a specific Y avait-il une personne bien précise qui vous supervisait? You will never. Le président. Vous devez attendre, Maître Hochet, que la traduction soit terminée avant de poser votre question, sinon le témoin ne l'entend pas. Maître Hochet, en effet. Donc, si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si j'avais un superviseur déterminé du début à la fin. Je suis pas sûre d'avoir saisi en fait votre question. Si j'avais tout le long le même superviseur, est-ce que vous pourriez reformuler un petit peu? J'ai pas bien compris. yes it's Non, mes excuses, c'est de ma faute. Vous parlez français. J'écoute votre français, mais je m'adresse à vous en anglais. Et j'ai un peu de mal à ménager la pause entre les questions et les réponses. Donc pour ça qu'il y a ce petit malentendu entre nous. Alors voilà, la question était très simple. Lorsque vous meniez des interviews pour le DHH, y avait-il une personne bien précise, bien déterminée qui était votre superviseur? J'ai toujours eu effectivement un superviseur et tous les entretiens que nous menions, après, nous les rapportions à un superviseur. so the supervisor Donc, le superviseur, ce superviseur-là n'était pas présent avec vous lorsque vous meniez les interviews. Il y a certains cas, j'ai même souvenir, mais là, c'est pas moi qui menais l'interview. En général, c'était plutôt... pardon, j'ai parlé peut-être un peu vite. C'était plutôt mon superviseur qui menait l'interview. Et là, c'est moi qui prenais les notes. Mais il nous est déjà arrivé d'avoir des interviews... j'ai participé à des interviews qui étaient menées par mon superviseur. so Donc, lorsque vous vous trouviez avec votre superviseur sur le terrain pour mener une interview, c'est le superviseur qui posait les questions à ce moment-là. Oh, et lorsque c'était vous qui posiez les questions, c'est parce que le superviseur n'était pas là. Enfin, le superviseur, en tout cas, n'était pas là. Alors, sur le terrain, je pense que les circonstances étaient un peu particulières pendant cette crise post-électorale. Et là, effectivement, quand je vous parlais par exemple de choses que j'aurais peut-être faites différemment, souvent, les entretiens étaient menés seuls, puisque nous avions un temps extrêmement limité. Donc, à ce moment-là, les entretiens, je les ai conduits toute seule. well I'd understood you to be saying Mais précédemment, j'avais cru comprendre que vous travailliez en pair lorsque vous faisiez des entretiens en Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous dites que vous meniez ces entretiens seuls? À un moment, nous ne nous sommes pas bien compris. Vous me parliez des entretiens, moi j'avais compris d'une manière plus générale. Effectivement, si par exemple une victime ou un témoin venait dans nos locaux,
Là, nous menions les entretiens à deux. Quand nous avons fait des missions d'enquête sur le terrain, étant donné les circonstances particulières et le temps extrêmement limité que nous pouvions passer sur le terrain, la plupart du temps, ces entretiens étaient menés par un seul Human Rights Officer. Par contre, des fois, je ne dis pas tout le temps, mais des fois, un membre de la police des Nations Unies nous accompagnait également. Et en général, c'était le chargé des droits de l'homme qui menait l'entretien, mais le policier des Nations Unies était également présent et prenait également des notes. And quel était le ou les noms de votre ou vos superviseurs directs lorsque vous faisiez ces entretiens sur le terrain en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Et Monsieur le Président, je voudrais voir si je pourrais consulter le représentant des Nations Unies à cet égard. Allez-y, dit le Président. Enfin, je ne vois pas très bien pour être le problème, mais allez-y. Mr. President, Maître Knox. Monsieur le Président, paragraphe 14 de votre décision d'octobre dont vous avez parlé. J'ai la décision sous les yeux. La Chambre décidera quelle assistance pourra être donnée par le représentant des Nations Unies au cas par cas. Le Président, oui, merci. Enfin, on peut passer à huis clos partiel, peut-être. C'est une possibilité. Le représentant des Nations Unies, je pense que le témoin et les Nations Unies sont un peu inquiets. On n'a pas demandé leur avis à ces personnes. Alors, donner leur nom en audience publique alors qu'ils ne sont pas au courant, et donc à leur insu. Le Président, eh bien, on va passer à huis clos partiel, on donnera leur nom, et puis ainsi, on aura résolu le problème.